Imaginez un peu la scène. C'est un mardi matin, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mhm. On est à la machine à café du bureau, on discute de la pluie et du beau temps avec un collègue, et là, soudainement, au beau milieu d'une phrase, cette personne s'effondre. Le scénario cauchemar. Ouais, exactement. Le gobelet qui tombe, le corps qui heurte le sol, et là on a quoi? Environ 3 minutes avant que son cerveau commence à subir des dommages irréversibles par manque d'oxygène. C'est très court. C'est rien du tout. Et la question c'est, que se passe-t-il dans les secondes qui suivent? Parce que la réalité, c'est que le premier réflexe d'une immense majorité de gens, c'est pas d'agir avec une précision chirurgicale, c'est de figer. Totalement. On fige. Et donc pour notre exploration en profondeur d'aujourd'hui, on va parler de ça. Et cette paralysie, c'est vraiment le point de départ exact de notre plongée d'aujourd'hui. On décortique un ouvrage qui est massif, un manuel de référence qui en est déjà à sa 6e édition d'ailleurs. Ah ouais, 6e édition quand même, hein. Ouais, c'est pas rien. Et c'est entièrement consacré aux premiers soins et à l'intervention en situation d'urgence. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste un énième livre de médecine. Non, c'est clair. C'est vraiment un guide conçu pour déconstruire cette paralysie dont on parlait. L'objectif, c'est pas d'accumuler un jargon technique impossible à retenir, mais plutôt de comprendre comment notre esprit et notre corps réagissent face à l'extrême urgence. Comment on passe de la panique totale à une action qui en fait sauve une vie? Exactement. Et ce qui frappe direct quand on ouvre cet ouvrage, c'est l'absence de mots trop compliqués. Ouais, ça exclut personne. Voilà, il y a une volonté évidente de créer un langage commun. Et le spectre des lecteurs, il est incroyablement large. On y trouve des protocoles pour les professionnels, bien sûr, mais le cœur du propos, ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde. À la personne ordinaire, ouais. La personne qui n'a absolument aucune formation de base, mais qui a cet élan viscéral, tu vois, d'aider son prochain quand la catastrophe frappe. Et cet élan viscéral, il est fondamentalement humain, mais la question centrale que l'auteur soulève, c'est cette espèce de friction entre la volonté d'agir et le mur de l'impuissance. Ah oui, le fameux mur. Parce qu'on a beau vouloir aider de toutes nos forces, si on n'a pas le bon cadre mental, la bonne volonté, elle peut super vite se transformer en chaos complet. Voire aggraver la situation. En lisant ça, j'avais cette image en tête. C'est comme si on était dans une immense salle de théâtre pleine à craquer. D'accord. Et d'un coup, les plombs sautent. Ah, la coupure de courant totale. Le noir complet. Et tout le monde dans cette salle partage exactement la même envie immédiate. Rallumer la lumière. Rallumer la lumière, ouais. Sauf que si personne sait où se trouve le panneau électrique, on finit juste par courir dans tous les sens, on trébuche sur les chaises, on se bouscule. Et là, le chaos devient plus dangereux que l'obscurité elle-même. Exactement. Et cet ouvrage, au fond, c'est comme s'il nous donnait le plan électrique du théâtre. C'est une super bonne analogie. Et la toute première consigne de ce plan, c'est d'abord de définir qui est qui dans la salle, avant même de commencer à chercher le disjoncteur, en fait. Parce que la confusion des rôles, c'est toxique dans une crise. Exactement. Donc, l'ouvrage clarifie les responsabilités. Il définit 3 profils d'intervenants très précis. D'abord, il y a ce qu'on appelle le secouriste. Le citoyen ordinaire. Voilà, la personne présente par hasard. Son rôle, il est temporaire, mais il est crucial, parce que c'est vraiment ses actions dans les 3 ou 4 premières minutes qui vont maintenir la victime en vie. Le temps que les renforts arrivent, en gros. Ouais. Ensuite, on a le deuxième niveau, l'intervenant en premier soin. Ça, c'est une personne qui est formée et qui agit dans le cadre de son métier. Donc on parle des policiers, des pompiers ou même d'un éducateur en garderie. C'est ça, des gens qui ont le devoir de répondre présent. Parce que ça fait partie de leur fiche de poste, en fait. Précisément. Et puis le troisième niveau, c'est le dispensateur de soins. Ça englobe tous les professionnels de la santé, médecins, infirmiers, ambulanciers, paramédicaux. Eux, ils ont des obligations déontologiques strictes et ils arrivent avec du matériel de pointe. Et le fait de bien catégoriser ces rôles, ça permet aux simples citoyens de réaliser un truc super important. C'est qu'on n'attend pas de lui qu'il fasse un diagnostic médical complet. Voilà, on lui demande juste de maintenir la chaîne de survie. C'est hyper déculpabilisant, en fait. Ça enlève un poids énorme, ouais. Mais bon, on va être honnête, le système théorique est très propre, mais sur le terrain, la vraie hésitation, c'est pas un manque de volonté. Non, c'est la peur. C'est une barrière psychologique terrifiante. C'est la fameuse peur de faire pire que mieux. Ah oui, le classique. Parce que face à quelqu'un qui vient de faire une chute grave, notre premier réflexe, c'est pas de se dire « Ah, super, je suis un secouriste selon la page 42 du manuel Non, tu te dis si je le touche, je vais l'achever. ». C'est ça. Ouais. On s'est dit si je touche son cou et que je le paralyse à vie, je pourrais jamais vivre avec cette culpabilité. Et même si on sait vaguement qu'il y a des lois qui nous protègent, genre la loi sur le bon samaritain, Ou la loi sur le civisme. voilà,
Bah, la protection juridique, ça efface pas la peur de briser physiquement quelqu'un. Mais cette peur de briser l'autre, c'est exactement pour ça que le manuel consacre autant de pages à l'anatomie de la panique. La réponse du livre face à cette peur, c'est pas juste de dire vous inquiétez pas, la loi vous protège si vous agissez de bonne foi. Ça suffirait pas, ouais. Non, la vraie protection, c'est la méthode. Mais avant même la méthode, le livre insiste sur un truc génial. Il faut d'abord comprendre l'état psychologique de la victime. Pour pas se laisser aspirer dedans. Exactement. Il faut se rappeler qu'un corps blessé, c'est piloté par un cerveau qui est complètement inondé d'adrénaline et de cortisol. Le fameux mode combat ou fuite. Voilà. Petite disjoncte un peu quand on est allongé sur le trottoir avec une jambe cassée, quoi. On peut ni combattre ni fuir. Et le résultat, c'est que ça donne des comportements super étranges que le livre nous apprend à anticiper. Par exemple, une victime peut se mettre à babiller sans s'arrêter. Ou pleurer. Pleurer, hurler, ou même, et ça c'est très perturbant, elle peut se mettre à rire aux éclats, sans aucune raison. C'est la surcharge nerveuse, les fusibles qui sautent. C'est exactement ça. Et à l'inverse, d'autres vont figer complètement. Ils tremblent, ils hyperventilent. Et le truc clé de l'ouvrage, c'est de dire que si toi, en tant qu'intervenant, tu comprends pas que ce rire ou ces cris, c'est juste de la chimie qui s'emballe. Bah, ta propre amygdale prend le relais et tu paniques aussi. Voilà, la contagion émotionnelle. Le simple fait de pouvoir nommer ces comportements, ça t'immunise en fait. C'est fascinant. Donc, une fois qu'on a compris notre rôle, qu'on a compartimenté cette panique, comment on rallume la lumière concrètement? Parce que le livre propose pas juste une liste de gestes en vrac. Non, c'est très structuré. Il y a ce fameux plan systémique en 6 étapes, et j'aimerais bien qu'on l'explore un peu. Reprenons notre scénario du début avec le collègue qui s'effondre à la machine à café. D'accord, plongeons là-dedans. L'étape numéro 1, c'est l'évaluation de la situation. C'est-à-dire, Avant même de se jeter par terre à côté du collègue, ton cerveau doit scanner l'environnement. Tu dois te demander qu'est-ce qui s'est passé, mais surtout, est-ce que les lieux sont sécuritaires? c'est la base. La règle absolue en secourisme, c'est de ne jamais créer une deuxième victime. Donc, par exemple, si je vois une énorme flaque d'eau autour de la machine à café et un fil électrique dénudé qui traîne dedans, Là, tu changes de diagnostic. je comprends que c'est pas une crise cardiaque, c'est une électrocution. Et si je fonce pour le toucher, bah c'est moi la deuxième victime. Exactement. On n'est pas dans un film Marvel où on saute dans le danger et on croise les doigts. Le courage, sans évaluation, dans ce livre, ça s'appelle de la témérité mortelle. Ouais, ça calme. Une fois que la sécurité est confirmée, on passe à l'étape 2, la prise en charge. Et là, on aborde un truc psychologique hyper connu, la diffusion de la responsabilité. L'effet de témoin, c'est ça? Oui, l'effet témoin. S'il y a 10 collègues autour du corps et que toi tu cries juste « appelez une ambulance », Le cerveau de chaque collègue va se dire que c'est le voisin qui va le faire. et résultat, personne n'appelle. C'est tragique, mais c'est prouvé. C'est pour ça qu'il faut un leadership hyper clair. Pointer quelqu'un du doigt et lui dire « Toi, avec la chemise bleue, tu appelles le 911 et tu reviens me dire quand c'est fait. Voilà, on assigne une responsabilité individuelle, ça brise l'effet témoin instantanément. Et une fois que ça c'est fait, on arrive à l'étape 3, le cœur de l'action, l'évaluation de la victime. » D'accord. Et elle se fait en 2 temps. D'abord, l'évaluation primaire. Là, on ne cherche pas à savoir si le collègue a une petite entorse au genou en tombant. On cherche ce qui va le tuer dans les 3 prochaines minutes. L'urgence vitale brute. Est-ce qu'il est conscient? Ses voies respiratoires sont dégagées. Est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il y a une hémorragie massive? Et si une de ces conditions n'est pas remplie, on agit tout de suite. On commence le massage cardiaque ou on pose un garrot. Mais si les fonctions vitales sont stables, on passe à l'évaluation secondaire. Et là, on est plus dans l'inspection clinique, de la tête aux pieds. C'est ça. Et le livre introduit des outils hyper intéressants à ce stade, comme l'échelle de Glasgow, mais adaptée pour les secouristes. C'est ça qui m'a surpris. Comment quelqu'un comme moi, qui n'est pas neurologue, peut évaluer le niveau de conscience de façon objective? On ne peut pas juste dire au secours, il a l'air dans les vapes ». C'est pas une donnée très médicale, non. Donc l'échelle de Glasgow, ça mesure 3 trucs très précis. L'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Ok, donc du concret. Par exemple, tu lui demandes de serrer tes 2 mains, s'il serre que la main droite ou si ses yeux réagissent pas du tout à la lumière. On a un gros drapeau rouge. Voilà, tu viens d'identifier un problème neurologique, genre un AVC ou un traumatisme crânien avec la chute. C'est fou de pouvoir détecter ça sans équipement. Et toujours dans cette 3e étape, le manuel met en avant un outil mnémotechnique, l'acronyme SAMPLE. Oui, très important celui-là. C'est pour collecter l'historique de la victime avant l'arrivée de l'ambulance. Donc on a S pour symptômes, A pour allergie, M pour médicaments, P pour passé médical, L pour last meal, donc le dernier repas, et E pour les événements avant l'incident. C'est ça. Alors, je comprends très bien l'importance des allergies ou des médicaments. Quelqu'un sous anticoagulant, par exemple.
Mais j'avoue que le coup du L, le dernier repas, je me demandais pourquoi s'acharner à demander ce qu'il a mangé. Et c'est une question capitale que presque personne ne comprend au début. Imagine que ton collègue a besoin d'une chirurgie en urgence en arrivant à l'hôpital. Ouais, Il va devoir subir une anesthésie générale. Sous anesthésie, le corps perd absolument tous ses réflexes de protection, y compris le réflexe de vomissement et le contrôle du sphincter de l'ésophage. ah, je vois où tu veux en venir. Si son estomac est plein de nourriture, cette nourriture peut remonter et inonder directement ses poumons. C'est ce qu'on appelle une pneumopathie d'inhalation. Et c'est mortel. Très souvent, oui. Donc, si tu informes les ambulanciers que le patient vient de manger un repas énorme il y a 1 heure, ça change radicalement le protocole d'anesthésie qu'ils vont utiliser aux urgences. C'est là qu'on réalise que chaque lettre de cet acronyme, c'est carrément un pont direct avec le bloc opératoire. On ne pose pas des questions pour passer le temps, on prépare le terrain pour le chirurgien. Exactement. Et ça nous amène naturellement à l'étape 4, l'administration des premiers soins. Là, on exécute les gestes techniques en fonction de tout ce qu'on vient de découvrir. Suivi de l'étape 5, l'observation. Et je suppose que si cette étape existe, c'est parce que le corps humain n'est pas un bloc de pierre immobile. Non, c'est une entité dynamique. Le corps tente perpétuellement de trouver un équilibre. Donc une victime, qui te semble super stable à la minute 5, elle peut décompenser de manière spectaculaire à la minute 12. Faut jamais baisser la garde. Jamais. L'observation continue, ça te permet de repérer le moment exact où les mécanismes de survie du corps s'épuisent. On laisse jamais une victime seule. Et on boucle sur l'étape 6, la transmission de l'information. Quand les pros arrivent, enfin avec la civière, on leur dit pas juste Oh là là, il est tombé, il va pas bien ». On leur livre des données cliniques pures, grâce à tout le travail précédent. Ouais, du genre homme de 45 ans, effondrement soudain à 9h02, inconscient pendant 2 minutes, allergique à la pénicilline, pupille réactive mais inégale. Tu leur offres presque un diagnostic préliminaire sur un plateau d'argent. C'est inestimable pour eux. Et c'est vrai que cette structure en 6 étapes, c'est l'antidote absolu à notre sentiment d'impuissance. Mais ce que j'ai trouvé génial dans le livre, c'est qu'il ancre ça dans des réalités physiologiques hyper précises. Tout le temps, oui. Prenons un truc super courant, l'évanouissement. La fameuse syncope vasovagale. Ah, on a tous vu ça au moins une fois. Le voile noir devant les yeux, les oreilles qui bourdonnent, et paf, on tombe dans les pommes. Souvent avec la chaleur ou un gros stress. Et le manuel se contente pas de dire « Oh, aidez la personne !» Il explique la mécanique des fluides, en fait. Un évanouissement, c'est le cerveau qui s'éteint temporairement parce qu'il n'a plus assez de pression sanguine. Il manque d'essence. C'est ça. L'instruction, c'est de coucher la victime au sol ou de l'asseoir avec la tête entre les jambes. L'objectif, c'est d'utiliser la gravité pour forcer le sang à redescendre vers la tête. Et il y a aussi ce détail, on demande de desserrer les vêtements au cou, à la poitrine et à la taille. Alors pour la taille et la poitrine, je pige. C'est pour aider les poumons à se gonfler. Mais pourquoi le cou? C'est juste pour le confort? Pas du tout. Et c'est là que la physiologie devient fascinante. Au niveau de notre cou, on a les sinus carotidiens. Ok. Ce sont des barorécepteurs, en gros des petits capteurs de pression artérielle. Un col de chemise trop serré, combiné au stress, ça peut venir stimuler ces récepteurs. Et eux, ils envoient un faux signal au cerveau en disant « Attention, la pression est trop haute ». Ah, waouh. Et donc le corps réagit. Il réagit en ralentissant le cœur et en dilatant les vaisseaux, ce qui provoque ironiquement une chute de tension et un évanouissement. C'est fou. Donc en desserrant simplement un bouton de colle, on lève cette pression mécanique qui trompait le cerveau? Voilà. Et si tu appliques une compresse d'eau froide sur la nuque, juste après, ça provoque une vasoconstriction périphérique. Les vaisseaux se resserrent et ça repousse le sang vers le centre du corps, vers le cerveau. C'est vraiment de l'ingénierie humaine de base, mais hyper efficace. C'est de la plomberie biologique. C'est exactement ça. Un autre phénomène qui est souvent super mal compris et que le livre décortique super bien, c'est l'état de choc. Ah oui, surtout le choc lié à une hémorragie interne. Parce que dans notre imaginaire, une personne qui perd du sang, on voit du sang partout. Mais comment on repère une hémorragie à l'intérieur du corps? C'est sournois, une hémorragie interne. Mais le livre nous apprend à lire les signaux d'un corps en état de choc hypovolémique. C'est un grand mot. En fait, quand le volume de sang diminue, le corps se transforme en une sorte d'infirmier de triage impitoyable. Il sait qu'il n'a plus assez de liquide pour irriguer tout le monde. Donc il doit faire des choix. Des choix drastiques. Il sacrifie la périphérie pour sauver le noyau vital. Il va fermer les vaisseaux sanguins de la peau, des bras, des jambes. Tout ça pour garder le peu de sang qui reste pour le cœur, les poumons et le cerveau. Ce qui explique pourquoi la victime devient soudainement d'une pâleur cadavérique, froide au toucher, avec des sueurs froides. Exact. Le système nerveux sympathique est à fond.
Et j'imagine que le cœur, comprenant qu'il a moins de volume à pomper, il se met à battre beaucoup plus vite pour compenser. C'est ça, la tachycardie. On a un pouls qui bat à toute vitesse, mais qui est super difficile à sentir sous le doigt. Un pouls filant. Voilà. Et la respiration s'accélère aussi pour essayer d'oxygéner ce sang raréfié. Si tu apprends à lire cette combinaison peau froide, pouls rapide et faible, respiration accélérée, en fait, tu lis les cadrans d'alarme du corps avant que le moteur serre complètement. C'est impressionnant de précision. Et d'ailleurs, le livre s'arrête pas à quelques scénarios. La diversité des situations traitées est hallucinante. On passe des luxations aux crises d'asthme sévères. Les urgences diabétiques aussi, avec les chutes brutales de glycémie, les chocs anaphylactiques pour les allergies, même les protocoles d'accouchement d'urgence, c'est dingue. C'est vraiment le couteau suisse de la survie humaine. Et pour soutenir tout ça, il y a toute une section sur l'équipement, notamment la fameuse trousse de premiers soins. Ouais, et il détruit direct le mythe de la trousse universelle qu'on achète toute faite au supermarché. C'est ça, l'outil doit correspondre au terrain. Une trousse, elle doit répondre aux risques de ton environnement direct. Donc une trousse de cuisine, c'est ciblé sur les brûlures et les coupures. Alors qu'une trousse de voiture va plutôt contenir des couvertures de survie et des pansements compressifs pour les gros traumatismes. Et si tu pars en randonnée en forêt, tu mets quoi? De quoi immobiliser les fractures ou traiter des réactions aux piqûres d'insectes? Voilà. Ça me ramène à une grosse question que j'ai posée plus tôt, avec notre collègue effondré, ou mettons quelqu'un qui tombe dans les escaliers. J'ai parlé de cette fameuse peur de paralyser quelqu'un. Le cauchemar du secouriste. Mettons les principes stricts du livre à l'épreuve. On a une personne inconsciente après un impact hyper violent. Elle est sur le dos. On sait tous qu'une personne inconsciente sur le dos risque de s'étouffer avec sa propre langue, ou de s'étouffer si elle vomit. C'est le danger numéro 1, oui. Donc on est censé la mettre en position latérale de sécurité, sur le côté. Mais si on la bouge, on risque d'aggraver une fracture de la colonne cervicale et de sectionner la moelle épinière. Le dilemme est atroce. Que dit l'ouvrage face à ce choix impossible entre la respiration et la colonne vertébrale? C'est probablement le carrefour décisionnel le plus critique. Et le livre, s'appuyant sur les protocoles médicaux stricts, est catégorique. La priorité absolue et inconditionnelle, ce sont les voies respiratoires. L'oxygène passe avant la moelle épinière. Toujours, parce qu'une atteinte à la colonne, ça peut paralyser. Mais un manque d'oxygène, ça tue en quelques minutes. Un patient paralysé, c'est tragique. Un patient mort, c'est irréversible. C'est dur, mais c'est logique. Ceci dit, le manuel enseigne une nuance cruciale. On bascule pas la personne brutalement. On évalue d'abord la cinétique de l'accident, la hauteur de la chute, la violence de l'impact. Et si on soupçonne une lésion au cervical? On utilise des techniques très spécifiques. Au lieu de basculer la tête en arrière pour dégager la gorge, on apprend la technique de la subluxation de la mâchoire. Subluxation de la mâchoire, ça consiste en quoi? Ça permet de soulever la mâchoire vers l'avant pour dégager l'arrière-gorge, mais tout en gardant l'axe de la tête, du cou et du tronc dans un alignement parfait, totalement immobile. Ah, donc on ne choisit pas aveuglement entre la respiration et la colonne en fait. On utilise une technique qui protège l'une tout en sécurisant l'autre. Exactement. Ça demande de la pratique. Mais le simple fait de savoir que cette option existe, c'est ça qui dissipe l'angoisse de la personne qui intervient. Quand on prend du recul sur tout ça, on constate que cet ouvrage, qui est quand même soutenu par des organismes comme la Fondation des maladies du cœur, c'est bien plus qu'une simple transmission de données physiologiques. C'est une restructuration complète de notre façon de voir le monde. Ouais, de notre rapport au risque et à l'entraide. Parce que quand tu maîtrises ces 6 étapes, quand tu sais lire une peau froide ou des pupilles qui réagissent mal, il se passe un truc fondamental. Le savoir, modifier le regard qu'on porte sur les autres. Totalement. Et on évolue dans des sociétés modernes, très urbaines, où c'est tellement facile de se sentir coupé des autres. On marche dans la rue et les centaines de personnes qu'on croise, c'est juste des figurants flous dans notre quotidien. On a complètement sous-traité notre sécurité au système. Voilà, c'est exactement ça. On se dit, s'il y a un problème, on compose de 911 et quelqu'un s'en chargera. On est devenus des consommateurs passifs de sécurité. Et ça crée une distance immense entre nous face au danger. Mais en absorbant les connaissances de ce genre de manuel, on brise ce contrat social passif. On redevient en fait des producteurs actifs de survie. C'est joliment dit. Dès l'instant où tu sais comment maintenir un cœur battant avec tes propres mains ou stopper une hémorragie artérielle, les gens autour de toi sont plus des figurants anonymes. Ils redeviennent des êtres organiques, fragiles. Dont l'existence peut soudainement dépendre de toi, ouais. On devient, en quelque sorte, le filet de sécurité de notre propre communauté. Et ça, c'est l'acte de civisme ultime. On délègue plus la survie à des institutions lointaines. On la porte en nous, dans notre propre capacité d'analyse.
Et c'est une responsabilité qui est juste magnifique. Donc, la prochaine fois que les gens qui s'intéressent à tout ça croiseront une foule ou iront prendre un café au bureau, c'est bon de se rappeler que derrière le chaos et la panique d'une urgence, il existe un plan électrique très clair. Et il suffit de décider d'être la personne qui sait où est le disjoncteur. C'est ça, celui qui sait comment avancer pour allumer la lumière.